sommes les Gaulois réfractaires. Gaulois un jour, Gaulois toujours. Nous défendrons nos libertés. De l'esclavage mondialisé, leur dictature jamais soumise. Oh, restez vivants, restez unis. Marie veille sur notre combat. Jour et nuit, Marie veillera sur tous ceux qui, pour la France, donnent leur amour et leur bravoure. Hey! Nous sommes les Gaulois réfractaires. Plaisir de Gaulois réfractaire, c'est presque une, quelque chose qui est en doublon, parce que Gaulois, en principe, il est réfractaire. Tout à fait. Mais on l'a fait exprès. Vous l'avez fait exprès, donc. Pour que ça rentre bien dans les oreilles. On n'est pas des Gaulois obéissants. Non. Ça me paraît une bonne chose. Est-ce que vous entendez derrière? Oui, ça va, pas besoin de. Alors. Donc, je suis ici à cause de ce nom, parce que j'ai trouvé ça irrésistible. Mon ami Le Bihan m'a dit il faut que tu viennes voir les Gaulois réfractaires. J'ai dit aucun problème. J'hésite à me déplacer parce que je n'ai pas hésité une seconde. Je suis très content d'être là. Alors, je suis venu vous parler aussi de ce livre. Alors, on va en parler un petit peu, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait dedans. Et puis, ce qu'on va faire, si vous voulez, c'est que je vais vous parler pendant 5 ou 10 minutes, je n'en sais rien. Et puis ensuite, le plus simple, c'est que vous me posiez des questions pour savoir ce qui vous tracasse. Parce que ce qui est tout à fait étonnant quand on regarde ce pays, c'est que c'est un pays qui devrait cartonner comme un fou, puisqu'on est dans un monde où on est en train de passer dans ce que j'appelle la troisième révolution industrielle. Vous savez, il y a la première qui était l'agriculture, la deuxième l'industrie, et maintenant c'est le monde de la connaissance. Donc autrefois, il y a encore 40 ou 50 ans, il y avait quand même en France énormément de gens qui étaient extraordinairement compétents, extraordinairement doués dans tous les domaines. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi quand j'avais 20 ans, que je faisais mes études, il y avait des gens comme, je ne sais pas, Raymond Aron, Bertrand Jouvenel, René Girard, Sartre, Camus, il y en avait 25 dont je pouvais lire les œuvres pour essayer de comprendre ce qui se passait. Donc, la France, au travers des siècles, ça fait 12 siècles, c'était un pays qui avait toujours eu des intellectuels, si j'ose dire, mondiaux. Vous savez, qui étaient traduits dans toutes les langues, qui faisaient la pluie et le beau temps dans le monde intellectuel. Or, pour la première fois dans l'histoire de France, depuis 20 ans, il n'y a plus un seul grand intellectuel français. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on devienne crétin? En l'espace de 25 ou 30 ans, il n'y a plus un seul ténor intellectuel. Essayez de m'en citer un, il n'y en a plus. Vous voyez, c'est étonnant. Il y en avait dans tous les, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, qu'ils soient du milieu, qu'ils soient scientifiques, vous aviez tout. Qu'ils soient des juristes, vous aviez quand même des types qui étaient incroyables. Il n'y a plus personne. Donc, il est arrivé quelque chose dans notre pays. On a dû détruire l'enseignement. Et on a dû détruire ce que j'appelle l'enseignement républicain, c'est-à-dire que s'il y avait un type qui était extraordinairement doué comme, je ne sais pas, Camus, à Alger, sa mère ne savait ni lire ni écrire, et il a été repéré par M. Germain, qui était son instituteur. Et M. Germain est venu voir la mère et la grand-mère, puisque Camus avait perdu son père, à la guerre, je crois.
Et il dit, il faut que vous continuiez absolument à faire des études à ce petit, il est étonnant. Et donc, quand Camus a eu le prix Nobel de littérature, il a écrit une lettre à M. Germain pour le remercier, et M. Germain lui a répondu. Et si vous voulez lire 2 textes admirables, vous allez sur le net et vous cherchez la lettre de Camus à M. Germain, le remerciant, et la réponse de M. Germain à Camus, parce que ça vous expliquait ce qu'était un système d'éducation qui fonctionnait. C'était une merveille, ce truc. Ils étaient tous les deux âgés. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une tentative de destruction de nos élites intellectuelles, et qu'on le trouve dans l'économie, on le trouve dans la médecine, on le trouve dans la politique, on le trouve... Et le but de ce livre, c'est d'essayer de montrer comment ils ont fait. Quelles ont été les astuces qu'ils ont utilisées pour, dans le fond, rendre ce peuple bête. Mais c'est un peu attristant. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? Vous savez, moi je suis dans... Ça fait à peu près 40 ou 50 ans que je fais un métier un peu curieux, j'essaye de comprendre le monde, et ensuite je vais expliquer ça aux grandes institutions financières. Vous savez, ça paraît pas bien, la Caisse des dépôts, la Croc, des gens comme ça, les plus grands du monde. Et donc aujourd'hui, avec mon fils, on a créé une boîte il y a 25 ans, parce que j'avais vendu la première. On a créé une boîte il y a 25 ans, qui a à peu près 1000 clients dans le monde, dans 65 pays. On regarde ce qui se passe dans le monde, et on est maintenant, on a un bureau à Pékin où il y a 7 ou 8 personnes, un bureau à Hong Kong où il y en a 20 ou 30, un bureau à Paris où il y en a 4 ou 5, et puis un bureau à New York, on en a partout comme ça, pour essayer d'avoir une espèce de... Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais au 19e, le meilleur journal du monde, c'était un journal britannique qui s'appelait le Times. Le Times anglais. Et s'abonner au Times en Angleterre, ça coûtait par an le salaire d'un ouvrier. C'est-à-dire que la presse, c'était un endroit où les meilleurs intellectuellement allaient, parce qu'ils étaient au cœur des nouvelles, ils pouvaient réfléchir dessus et les diffuser après. Et puis, la publicité est arrivée dans le monde de la presse, et en l'espace de 40 ans, les journaux sont devenus des torchons où il n'y a plus rien. Donc ce que je fais, c'est tout simple, c'est que je réinvente le Times. Parce que la qualité de l'information est devenue tellement mauvaise maintenant que les gens qui peuvent sont prêts à payer des gens qui vont donner un mal de chien pour leur dire ça, c'est une information importante, et ça n'est pas du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Séparer le bon grain de l'ivraie, comme on disait autrefois. Donc il y a une demande inimaginable pour une information qui ait du sens, qui ne soit pas simplement du bruit, quoi. Et alors, je vais vous raconter une histoire, parce que c'est un peu ça qui me motive, c'est que il y a très longtemps, il y a un livre qui s'appelait en France, qui est sorti, qui s'appelait « J'ai choisi la liberté ». C'était en 47-48. C'était le premier grand bouquin qui sortait. C'était écrit par un haut fonctionnaire stalinien qui avait filé de Russie, qui s'était barré et qui avait créé « J'ai choisi la liberté ». Et il a eu des tas de procès en France avec les lettres françaises, etc. pour expliquer. C'était le premier grand livre sur le goulag, sur les camps de concentration, etc. Et donc, il a gagné tous ses procès en France. Et un jour, je tiens l'histoire d'un des collaborateurs de Reagan, là, président des États-Unis. Un jour, ce collaborateur demande à Reagan, « Monsieur le Président, pourquoi avez-vous décidé de consacrer votre vie à la lutte contre le communisme ?» C'est une question intéressante. Et Reagan a répondu, « Parce que j'étais en 1950 à Los Angeles, il y a ce conférencier qui est venu, qui avait écrit ce livre, qui a expliqué et qui a dit pendant la conférence, les communistes vont gagner parce qu'ils ont le sens du long terme, alors que nous, si un bateau qui coule, on parle que de ça, pendant 2 jours, puis ensuite, si un avion qui tombe, on parle que de ça, donc ils n'avaient aucune capacité à rester sur les trucs à long terme. Et donc, à ce moment-là, il y a un homme qui s'est levé dans la salle,
je retrouverai le nom de l'auteur. Et il m'a dit, monsieur, c'est très intéressant ce que vous avez dit, à partir de maintenant, je vais consacrer ma vie à la lutte contre le communisme. C'était Reagan, c'était en 1949, et en 1989, l'Union soviétique disparaissait. Donc, quand vous êtes dans le monde des idées, vous ne vous attachez pas à essayer de toucher le maximum de personnes, c'est une erreur intellectuelle. Il faut que vous essayiez de toucher celui qui va, dans 30 ans, tout changer. Vous lui aurez changé sa façon de penser. C'est ça qui est important. Donc, encore une fois, les chemins de l'esprit sont impénétrables. Vous savez, vous écrivez un truc, c'est comme une petite bouteille que vous envoyez à la mer, et vous ne savez pas qui va le lire, l'effet que ça va avoir sur lui, et ensuite comment il va changer le monde, ce gars-là. Donc, l'idée, c'est pas l'idée de masse. L'idée, c'est que si vous touchez quelques personnes, vous pouvez tout changer. C'est ça un peu le miracle de l'idée. Et en plus, plus une idée est utilisée, plus elle se porte, plus tout le monde s'enrichit, intellectuellement, et moins elle s'appauvrit d'idées. Si vous utilisez de plus en plus de fer, de charbon, de pétrole, il y en a moins pour les autres, et si vous utilisez plus d'idées, il y en a plus pour les autres. C'est le merveille de l'intelligence par rapport à la... C'est pour ça qu'on rentre dans une société de la connaissance, où le monde a de plus en plus d'idées, et c'est passionnant. Donc, dans ce monde dans lequel il y a un foisonnement intellectuel incroyable, il est incroyable le foisonnement intellectuel qui s'est son nom, il y a des gens qui, après la chute du mur de Berlin, ont pris comme décision d'essayer d'organiser un gouvernement mondial pour contrôler cette espèce d'extraordinaire foisonnement. Et ce que je fais dans ce livre, c'est que je montre qui sont ces gens, comment ils ont pris, et ils utilisent presque toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils enlèvent les souverainetés à chacun des pays. Je m'explique. Vous êtes là, vous pensez que, je sais pas, les affaires qui touchent les Français devraient être jugées par des tribunaux français. Et bien pas du tout, ils créent une organisation internationale qui s'appelle l'Europe, à laquelle vous déléguez toute une série de grosses souverainetés. Une fois que vous avez créé ça, cette organisation crée des tribunaux qui rendent des décisions qui s'imposent à la magistrature française, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus, même si vous virez le gouvernement en France, le pouvoir qui a été délégué à ces tribunaux, vous l'avez perdu pour toujours. C'est eux qui continueront à faire l'ordre du jour. Et vous aurez une jurisprudence qui s'installera et vous serez coincé. Et vous ne pouvez rien faire. Alors, ils vous ont fait ça pour les tribunaux, ils ont fait ça pour la monnaie. Vous avez remarqué autrefois, si la France était gérée très mal, ce qui arrivé fréquemment dans notre histoire, le franc français se pétait la gueule. Les Français se disaient, tiens, celui qui me gère, il n'est pas très intelligent, il n'est pas très bon, je vais le virer. Maintenant, vous avez l'euro, qu'on soit bien géré, mal géré, ça n'a rien à foutre, ça n'a aucun impact. Par exemple, quand j'étais enfant ou quand j'étais jeune, ma chère mère s'inquiétait si la France avait un déficit de sa balance commerciale. Vous voyez ça dans les journaux, elle se disait, ah, on n'achète plus à l'étranger qu'on vend, c'est pas une bonne affaire, il va se passer un truc, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, aujourd'hui, combien d'entre vous connaissent le chiffre de déficit commercial en France? 70 milliards. On sait qu'il est important. 70 milliards. 170 milliards, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? 170 milliards, c'est à peu près 2 ou 3% du PIB, c'est monstrueux. Vous connaissez vaguement le chiffre de l'endettement. Mais autrefois, la dette française, elle était achetée par les Français. Donc l'épargne française servait à financer le déficit. Si le déficit venait trop gros, les taux d'intérêt montaient, parce qu'il y avait trop de déficit, la monnaie se pétait la gueule, et hop, on était ramené au problème précédent, on virait les types. Là, rien du tout, les taux d'intérêt sont déterminés par la Banque centrale, sans aucun effort de marché, sans qu'il y ait le moindre effort, et la Banque centrale, si elle ne trouve personne pour acheter la dette, elle l'achète elle-même. Donc elle crée de l'argent à partir de rien. C'est la planche à billets à outrance. Donc, si vous voulez, il n'y en a plus, aucune sanction n'est autorisée pour cette classe criminelle qui essaye de prendre le pouvoir. C'est ça la nouveauté. C'est qu'on ne peut plus les virer, on ne peut plus les mettre en taule. J'imagine que la seule solution un jour, ça va être de les assassiner, mais enfin c'est... D'accord. D'accord.
Les assassiner? Je suis d'accord. Oui, mais ça va finir par leur arriver, hein, c'est ça le... Faut encore y arriver. Ça va finir par se passer, c'est très embêtant. Donc, ce que j'essaie, c'est de montrer toutes les astuces qu'ils ont utilisées. Et ce que je mets dans la dernière partie de ce livre, c'est de dire, bon, ils tenaient parce qu'il y avait un monopole extraordinaire d'une monnaie qui s'appelle le dollar. Alors, quel était le privilège exorbitant du dollar, pour revenir à la formule de Rueff, qui était un économiste français qui travaillait avec De Gaulle? Le privilège exorbitant du dollar, c'était que si vous vouliez acheter de l'énergie, du pétrole, vous deviez l'acheter en dollars. Le pétrole était automatiquement vendu en dollars. Et si vous essayez de vendre votre pétrole, si vous étiez d'un pays extérieur, en autre chose que le dollar, votre espérance de vie était remarquablement courte. Si vous voulez regarder Kadhafi ou Saddam Hussein, Le patron Total. le patron de Total, ou à la limite aujourd'hui la guerre qu'on fait à la Russie. Si vous voulez, c'est parce que la Russie commençait à vendre son pétrole en rouble ou en euros, et que c'était une façon pour l'Europe de devenir indépendante vis-à-vis des États-Unis pour acheter son énergie en euros. Et donc, les Américains ont décidé de rendre, il y a à peu près, un peu après les attentats du 11 septembre, de donner l'extraterritorialité juridique au dollar. C'est-à-dire que si on fait une transaction tous les deux en dollars, en passant par un système de paiement qui s'appelle SWIFT, qui est le système de paiement international, vous êtes au courant qu'on a fait une transaction, je suis au courant que vous avez fait une transaction, et la CIA est au courant qu'on nous a fait une transaction entre tous les deux. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une transaction internationale qui se passait sans que le dollar, sans que la CIA soit au courant, avec le gouvernement américain. C'est comme ça qu'ils ont fait sauter Creusot-Loire, Alstom, pardon. Et donc, à ce moment-là, il y a toute une série de pays, dont la Russie d'ailleurs, la Chine, qui se sont dit, c'est une perte de souveraineté telle que nous ne pouvons pas l'accepter. Donc ils ont commencé à monter des systèmes de paiement alternatifs au dollar pour payer le pétrole et pour payer tout le reste. Et c'est ce qui se passe. Et donc aujourd'hui, vous avez dû lire dans les journaux, il y a l'arrivée de ce qu'on appelle les BRICS. Et ça n'est que ça, c'est-à-dire une tentative pour s'organiser entre eux, pour monter un système de paiement qui ne passe plus par le dollar, c'est-à-dire où les États-Unis ne seront plus au courant et ne pourront plus intervenir. Et c'est là qu'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui à peu près les 3/4 de l'humanité qui sont en train de sortir de la tyrannie du dollar. Et donc on va voir toute une série de trucs assez curieux. Par exemple, quand vous réfléchissez, quand les Russes, on les a commencé à les embêter, ils ont dit, bon, on ne va plus exporter nos hydrocarbures vers l'Europe, c'était le marché normal, on va faire un demi-tour et on va les exporter vers la Chine. Et tout le monde m'a dit, ah, la Russie devient une colonie de la Chine. J'ai dit, attendez 2 minutes. Et ce qui s'est passé, c'est que la Russie a en même temps pris toute une série de décisions pour faire des axes de transfert de leur richesse en matière première de la Russie vers l'Inde. En ligne directe, comme ça, ils ont bâti des canaux, des routes, des aéroports, des bateaux, tout ça. Donc pour la première fois dans l'histoire, l'Inde, qui est le pays le plus peuplé du monde, 1,4 milliard, a accès aux matières premières qui viennent du nord de l'Asie, sans passer par la mer, c'est-à-dire que la flotte américaine ne peut rien faire, et sans passer par le dollar. C'est-à-dire que vous allez avoir un boom dans l'océan Indien, dans les années qui viennent, qui va être gigantesque. Et les génies qui nous gouvernent vont se débrouiller pour que l'Europe ne puisse pas en profiter. Il faut le faire, c'est quand même des gars extraordinairement doués. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit très bien que ce monde qui était organisé autour de... Allez, il y avait une monnaie qui était plus égale que les autres. Ben maintenant, elle va devenir comme les autres. Et ça va permettre à tout le monde d'avoir un système beaucoup plus ouvert, beaucoup plus décentralisé, et bien plus facile à gérer. C'est-à-dire que pour le reste du monde, c'est une nouvelle extraordinairement bonne. Pour nous, tant qu'on restera sous la dictature de cette classe, parce que les Américains avaient été assez intelligents pour créer une espèce de... Il y avait une classe aux États-Unis qu'on appelle les néoconservateurs, qui avaient conçu ce programme absolument abominable de contrôle du monde entier.
Et ils avaient délégué toute une partie de leurs fonctions à ce qu'on appelle Young Leaders of America, c'est-à-dire des gars qui ont été. Je me souviens qu'il y a 3 ans, il n'y avait pas un Premier ministre en Europe qui n'ait pas été Young Leader. C'est pour vous dire comment on faisait les choses. C'est-à-dire que c'était vraiment un. Et donc on se retrouve aujourd'hui avec le boulot, pour nous, ça va être de nous débarrasser des Young Leaders et qu'on revienne à la souveraineté. Et la seule façon d'y arriver, il n'y en a pas 36, parce que c'est le référendum d'initiative populaire ou civique, ou je l'appelle comme vous voulez, où le peuple redevient le maître de l'ordre du jour. Je ne sais pas si vous le savez, mais le Parlement français, dans la Constitution de la 5e, n'est pas maître de son ordre du jour. Le Parlement ne l'est pas, c'est le gouvernement qui donne l'ordre du jour, vous parlerez de ça, de ça et de ça. Je crois qu'ils ont un jour par semaine où ils peuvent parler de ce qu'ils veulent. Donc ce qu'il faut, c'est rendre le pouvoir d'initiative au peuple en disant voilà ce dont on veut parler. On va peut-être parler, j'en sais rien, de l'immigration, on va peut-être parler de l'euro, on va peut-être parler de toute une série de choses. Et à ce moment-là, comme en Suisse, on se retrouvera dans un pays où qui marchera. Alors, je vous pose une question. La Suisse est le pays le plus riche du monde. Hein. Ouais. Une secrétaire en Suisse, c'est payé 6 000 euros. C'est payé 6 000 euros. Vous voyez, c'est bien. Ouais. Ou une infirmière. Ouais. Ils n'ont aucune matière première. Aucune matière première. Ils ont aucune ils ont rien. Ils n'ont pas de matière première. Ils n'ont pas d'accès à la mer. Ils ont le lac. Ils ont le lac, oui, je sais. Ils ont une marine suisse. Ils ont une marine, oui. Oui, parce que j'avais dit un jour à un homme politique suisse, en me marrant, vous avez une marine suisse, il m'avait dit, vous avez bien un ministère des Finances. Ouais. C'est drôle. Qui ne sait pas ce que c'est que l'État. C'est rigolo, les Suisses. Et donc, à la fin, vous vous dites, bon, il y a un pays où il n'y a pas d'inflation, des excédents des comptes courants monstrueux, la monnaie la plus forte du monde depuis 40 ans, le niveau de vie le plus élevé du monde, et ils n'ont rien. Question que je vais vous poser, est-ce que vous connaissez le nom d'un politicien suisse? Oui. Mais il est suisse, c'est normal. Il est suisse, ah ben vous... parce qu'il a été... Si vous connaissez le nom d'un politicien suisse, il est exclu pour tricherie. Mais la réalité, c'est que c'est parce que vous connaissez le nom d'aucun politicien suisse que la Suisse va bien. C'est parce que le peuple s'occupe lui-même de ses propres affaires. On n'a pas besoin de déléguer la façon dont je gère ma vie à un type, parce que d'où vient la démocratie représentative? Quand il fallait 2 semaines pour aller de Toulouse à Paris. Donc vous nommiez un gars à Toulouse qui allait vous occuper de vos affaires quand il était à Paris. Mais aujourd'hui, avec le téléphone qu'on a tous dans la poche, là, vous pourriez voter 2 fois par jour, hein, avec un système crypté. Donc la démocratie représentative, ça n'a plus aucune raison d'être, technologique d'être. C'est un machin qui n'a aucun intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce que j'essaie de montrer dans ce bouquin, c'est que maintenant, il ne peut y avoir de solution que si vous révoltez, vous vous organisez, vous prenez les pattes. Les solutions ne peuvent venir que de la base, que de ce qu'on appelle la subsidiarité. Ce qui peut être fait à l'échelle de la ville, et fait à l'échelle de la ville, ce qui peut être fait, voilà. Ça ne peut venir que de la base, parce qu'il n'y a pas un de ces gars qui pète dans la soie depuis 40 ans, qui va vous donner ce que vous voulez, c'est-à-dire votre liberté. Ils vous la donneront jamais. Donc il faut leur piquer. Et ça va être dur, ça va être très dur, mais on sera peut-être plus pauvre, mais on sera libre. Et moi je dis qu'entre la pauvreté et la richesse, et le confort, je choisis toujours la pauvreté si c'est la liberté, parce que je sortirai de la pauvreté en étant libre. En étant libre. C'est un peu ça le but. Donc c'est ce que j'essaie de dire dans ce livre. Là. Vous savez que pourquoi je fais toutes ces émissions sur l'Institut des libertés, c'est que j'ai créé ça avec ma fille il y a une dizaine d'années. Au début j'écrivais des tas de papiers, je continue d'ailleurs toutes les semaines, je viens de finir celui de cette semaine de lundi. Là. Et puis il y avait, les bonnes semaines, il y avait 25 000 personnes, 30 000 personnes qui me lisaient. C'était bien, quoi. 25 000 personnes, c'est mieux que les échos. Et puis un jour, il y a des petits gamins qui sont arrivés et qui m'ont dit est-ce qu'on pourrait vous interviewer? Un des deux, il s'appelle
Richard Détente, il est marrant comme tout, bon, c'est un vrai, je l'ai aidé à monter ses affaires, mais ça marche très bien maintenant. Donc, je lui ai dit, oui, je suis prêt à parler. Donc, il m'a interviewé comme ça. Et on a fait 300 000 vues, 400 000 vues, 500 000 vues, 1 million de vues. J'ai dit, oups, je suis en train de me servir du mauvais moyen de distribution, parce que les gens ne lisent plus. Ils écoutent. Par contre, ils écoutent. Et ils entendent. Donc, on a lancé l'Institut des Libertés. Maintenant, on est à peu près à 300 000 membres qui sont inscrits, vous savez. On fait venir des gens qui nous parlent. Et par exemple, la semaine prochaine, il y aura un truc tout à fait remarquable où j'interviewe un homme qui s'appelle Hervé Juvin, qui est député à l'Assemblée européenne et qui est en train d'alerter les gens sur le fait que dans l'Assemblée européenne, ils sont en train de faire passer des lois pour autoriser les grandes sociétés chimiques et pharmaceutiques à prendre des brevets sur le vivant. Ouais. Ce qui est une monstruosité, mais une monstruosité, c'est-à-dire que c'est de l'esclavage garanti, ça. Donc, ça parlera la semaine prochaine, essayez de le regarder, ce qu'il dit est terrifiant. Donc, il me semble que, encore une fois, il faut être peu. Au début, on sera très peu, et puis ensuite, ben, on se parle, les gens écoutent, disent tu devrais écouter celui-là, et puis un jour, eh ben, je crois qu'il faudra prendre des fourches. Voilà, nos fourches et nos battes de baseball, et aller demander ce qui est notre droit. Parce que c'est nous le souverain, c'est pas eux. Nous sommes le souverain, c'est personne d'autre. Depuis qu'on a coupé la tête à Louis XVI, on peut le regretter, mais enfin on lui a coupé la tête, la souveraineté est passée du roi. Or là, ils prétendent qu'ils remplaçaient le roi et qu'ils sont souverains. Or, ils n'ont aucune légitimité. Ils sont peut-être légaux, mais ils n'ont aucune légitimité. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, je prends toutes les questions. Mais ce que je veux dire, c'est une espèce d'effort que je fais depuis quelques années pour essayer de dire, les gars, ça ne va pas du tout. On va essayer de se parler. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte si on ne se parle pas les uns aux autres? Nous sommes les Gaulois réfractaires